Bienvenue dans Octopus, le podcast Made in Belgium de la LIFRAS, Ligue francophone de recherche et d'activités subaquatiques. Ici, on prend une grande inspiration et on plonge ensemble dans l'univers fascinant du monde subaquatique. Ajustez votre masque, réglez vos palmes, Octopus commence maintenant. Bonjour François. Bonjour Mickaël. François d'Archambault. Tu es animateur à la commission scientifique, tu es biologiste, tu es docteur en limnologie. Mais qu'est-ce que c'est que cela, la limnologie ? La limnologie, c'est l'étude des sciences qui sont liées au milieu aquatique d'eau douce. Alors tu travailles aussi au SPE Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, à la direction de la nature et de l'eau, et tu es en charge de la surveillance de l'état écologique des rivières et des plans d'eau. C'est bien cela ? Oui, c'est bien ça, tout à fait. On va parler de l'anguille. L'anguille, c'est un poisson bien de chez nous. Oui, c'est un poisson de chez nous, mais il a une aire de distribution assez large, puisqu'on va le retrouver sur l'ensemble des côtes européennes et même un petit peu au-delà. C'est quoi son nom scientifique ? Alors, son nom latin, c'est Anguilla anguilla. C'est-à-dire ? C'est l'anguille, c'est l'anguille qui définit le genre, mais également la famille. C'est les anguilles dont la population est la plus abondante, puisqu'on a sur Terre à peu près une quinzaine d'espèces d'anguilles, et l'anguille européenne est celle qui a la distribution la plus large. Alors l'anguille, c'est une espèce extraordinaire, migratrice, qui reste une grande adolescente la majorité de sa vie, et malheureusement qui devient de plus en plus rare. Tu la connais depuis tes études, cette anguille. Tu as une idée de l'évolution des populations d'anguilles chez nous ? Oui, c'est une espèce qui a longtemps été très très commune chez nous. Comme tu le sais, elle a participé à l'alimentation des humains depuis très longtemps. On a de fabuleuses recettes à base d'anguilles connues dans notre culture. Mais malheureusement, c'est une espèce qui a vraiment tendance à disparaître, et même à disparaître très très fort au cours des 30 dernières années. C'est vrai que tu l'étudiais encore quand tu as commencé tes études, ce qui est peut-être un peu plus difficile maintenant. Oui, alors tu ne connais pas mon âge, mais je peux te dire en tout cas que mes études, je les ai exercées il y a une trentaine d'années de ça, et j'avais à l'époque en effet des collègues de classe qui travaillaient sur l'anguille, qui n'avaient pas peur d'aller la capturer en milieu naturel, de la disséquer pour mieux connaître sa biologie. Chose qu'on ne ferait plus aujourd'hui parce que c'est une espèce qui est vraiment en danger critique d'extinction. C'est vrai que nous plongeurs, ça devient maintenant extrêmement rare d'en croiser une. Peut-être rappeler d'ailleurs quelle est sa morphologie. Oui, donc c'est un poisson serpentiforme. C'est un poisson quand on le croise en eau douce, parce qu'on verra qu'on peut le croiser également en milieu marin. C'est un poisson quand on le croise dans nos carrières, on n'a pas beaucoup de doutes sur qui il est, puisqu'il a une forme tout à fait typique. Donc c'est une forme d'anguille. Ça porte même un nom biologiste. C'est une espèce anguilliforme. Donc c'est un long serpent muni de nageoires. Alors c'est une espèce qu'on trouve parfois dans nos carrières, mais concrètement, on la trouve où, ici, par chez nous ? Elle va occuper l'ensemble des milieux aquatiques d'eau douce, donc on la trouve depuis l'embouchure de l'estuaire jusque les têtes de bassins versants. En tout cas, c'était le cas il y a encore une cinquantaine d'années, où elle remontait très très haut dans les bassins versants. On pouvait la trouver dans des mares, des étangs, dans des tout petits cours d'eau. Aujourd'hui, comme c'est une espèce qui a tendance à disparaître, on va la retrouver plutôt en aval, dans le bas des bassins versants. Tu nous as dit aussi qu'on ne la trouvait pas qu'en eau douce, mais où va-t-on la trouver ? Donc ça va être quoi sa répartition géographique dans le monde ? Voilà, donc c'est une espèce qui est présente tout au long des côtes de l'Atlantique Nord. Donc on la trouve le long des côtes marines de l'Amérique du Nord. Là, elle ne rentre pas dans les estuaires, mais on va la trouver néanmoins en milieu marin. Et puis tu peux faire ainsi la suite de toutes les côtes marines jusqu'à l'Islande, les îles britanniques, la Scandinavie, et descendre le long de l'Atlantique, rentrer en Méditerranée et en mer Noire. Elle colonise donc l'ensemble des côtes marines, mais là où ses densités sont importantes, elle va également rentrer dans les estuaires. C'est même sa distribution la plus importante. Elle va rentrer dans les cours d'eau pour trouver là-bas des espaces aquatiques où il y a moins de congénères, moins d'individus de cette espèce. Alors c'est vrai qu'on a parlé d'un poisson migrateur. Tu peux nous en dire un petit peu plus à ce sujet ? Ah oui, c'est une espèce qui a une biologie extraordinaire. Dis-toi que celui que tu vois aujourd'hui quand tu plonges à la Plataille, à Vaudelet ou à la Gambe, c'est un individu qui a déjà 6000 km dans les pattes, ou plutôt dans les nageoires, puisqu'il est né très très loin de chez nous. Il est né dans la mer des Sargasses et a effectué depuis cette zone une très longue migration pour revenir sur les côtes européennes. Alors, la mer des Sargasses, aucune idée d'où ça se trouve ? C'est une zone de l'océan Atlantique. C'est une mer très particulière parce que c'est une mer sans côte. C'est une mer relativement profonde avec des profondeurs de 4 à 5 000 mètres. C'est une zone de l'océan Atlantique entre les Caraïbes et les Bermudes
où les courants ils sont relativement faibles, donc c'est une zone d'eau calme, où il y a des accumulations en surface de plantes, les sargasses, ce qui donne ainsi son nom à cette mer. Mais pourquoi dis-tu une mer sans côte? En fait, par quoi est-elle délimitée? Elle est délimitée, en fait c'est vraiment très original, elle est délimitée par son courant. C'est plutôt l'absence de courant qui la définit. Et donc, elle est située dans la bordure sud-est du Gulf Stream, ce grand courant qui part de la Floride et qui remonte les côtes ouest de l'Atlantique pour aller lécher le Groenland et venir inonder nos côtes européennes de sa chaleur. Et donc, une petite branche de ce Gulf Stream se distingue dans sa partie sud-est et fait une petite boucle qui va ainsi entourer la mer des Sargasses, qui est relativement grande, puisqu'elle fait 3000 km de long sur 1500 km de large, et qui est donc vraiment caractérisée en fait par son absence de courant. La mer des Sargasses, c'est le berceau des anguilles, si j'entends bien. Tu peux nous en dire un peu plus, François? Oui, et c'est une histoire passionnante, mais c'est une histoire en plus dont on ne connaît pas encore tout. Il reste des mystères considérables en biologie, et entre autres celui-là, le cycle de vie de l'anguille reste mystérieux à certains égards, en particulier pour sa reproduction. Donc on a réussi à identifier, il y a seulement quelques décennies, début du XXe siècle, des années 1910-1920, on a réussi à identifier en effet le berceau de naissance de ces anguilles. On le situe dans la mer des Sargasses, mais aucun biologiste n'a jamais vu la reproduction même de l'anguille. On ne sait pas comment ça se passe. On voit juste que c'est le point de départ de la migration de ces premiers alevins, de ces petits alevins d'anguilles qu'on appelle des larves leptocéphales. Leptocéphale? Alors, leptocéphale, oui, un petit mot scientifique pour nous dire que c'est un petit poisson caractérisé avec une tête aplatie. En fait, il n'y a pas que sa tête qui est aplatie, l'ensemble de son corps l'est complètement, derrière une petite feuille d'arbre qui va se laisser porter ainsi par le courant, par ce fameux Gulf Stream, qui va ramener ces larves leptocéphales vers nos côtes européennes. Je voudrais revenir aussi sur le mystère de la reproduction des anguilles, qui n'a jamais été observé. Je ne comprends pas très bien, parce que pour moi, les poissons, c'est assez facile de les voir quand on plonge. Oui, mais c'est un mystère qui dure depuis des siècles, voire même des millénaires. Est-ce que tu sais qu'Aristote, ce grand philosophe grec, n'a pas dit que des choses intelligentes, puisqu'il pensait que l'anguille naissait d'un mélange de boue et d'eau. Il était arrivé à cette conclusion à défaut de réussir à retrouver chez lui, dans sa Grèce natale, des anguilles avec des gonades développées permettant la reproduction. Mais pourquoi nous, on ne peut pas l'observer? C'est ça que je ne comprends pas. C'est très compliqué d'aller voir ce qui se passe là-bas dans cette mer des Sargasses parce qu'elle s'y reproduit à des profondeurs considérables. On pense qu'elle se reproduit entre 500 et 600 mètres de profondeur dans une zone de l'océan, je te dis, qui est très profonde, qui descend à 4-5 000 mètres. Donc aller faire des observations directes in situ, c'est pas facile. Et donc François, elles se reproduisent donc en pleine eau? Oui, c'est vraiment ça, en pleine eau. Alors, les larves vont donc se développer, se laisser porter par le courant, par le Gulf Stream, comme tu dis. Elles arrivent sur nos côtes. Et puis là, après, qu'est-ce qui se passe? Oui, donc au bout d'un an, elles arrivent le long de ces côtes, de nos côtes européennes. Certaines vont décider de rester dans ces zones côtières, comme je te le disais tout à l'heure. Si elles ne trouvent pas d'autres individus pour rentrer en compétition contre elles, elles vont rester là-bas. Elles vont par exemple coloniser la Zélande, où on peut voir des anguilles grandes, de grande taille, qui ne sont plus ces larves. Mais la plupart vont par contre rentrer dans les estuaires pour essayer de coloniser des habitats aquatiques où elles vont pouvoir se développer, grandir. Alors, on parle de larves, mais moi, j'ai quand même entendu parler de civelle. Oui, la civelle, c'est son stade, juste après le stade de larve leptocéphale. Donc, elle rentre en métamorphose, modifie toute sa morphologie et prend à ce moment-là définitivement la forme d'une toute petite anguille, une anguille de 5 à 6 cm, complètement transparente, qu'on appelle une civelle. Et c'est cette civelle-là qui va remonter dans nos estuaires. Elle effectue donc une deuxième migration après avoir traversé tout l'océan Atlantique. Elle migre dans nos cours d'eau. On dit à ce moment-là que c'est une espèce diadrome qui rentre dans les cours d'eau pour s'y déplacer. Et note bien que cette espèce, elle est diadrome facultative, elle n'est pas obligée de faire ça, puisque certaines vont rester en milieu marin. Alors cette jeune anguille qui va remonter les cours d'eau, on dit aussi qu'elle reste une grande adolescente. Oui, c'est ça. Donc, elle va remonter plus ou moins haut en fonction toujours de la présence ou non de ses congénères. S'ils sont très nombreux dans le pied de l'estuaire, donc ils vont essayer de remonter très très haut. Et puis, elle va occuper tous les habitats aquatiques qu'elle va pouvoir rencontrer, que ce soit des cours d'eau, des mares, des étangs. Et elle va y passer 15 à 20 ans avant d'entamer une deuxième métamorphose qui l'amène à développer des organes sexuels, des gonades. Donc elle reste en effet adolescente pendant 20-30 années de sa vie. Je suis un petit peu étonné parce que voilà, c'est un poisson de mer à la base qui devient un poisson d'eau douce, qui va retourner en mer. Est-ce que c'est pas incompatible, ça? Il n'y a pas des soucis d'ordre biologique ou autre? Oui, c'est très compliqué pour elle. Rares sont les espèces qui peuvent passer comme ça d'un milieu hyper salin à un milieu non salé, et puis retourner encore en milieu salin. Et donc c'est la deuxième métamorphose de cette espèce qui va la faire passer d'anguille jaune à anguille
argentée où elle a les organes qui lui permettent de subir à nouveau la salinité du milieu marin. Et ces organes ont quelle fonction alors ? Alors, dès le moment où il y a cette métamorphose, la première des choses, c'est qu'elle perd son alimentation. Elle perd ses organes digestifs, son tube digestif, le foie, et elle consacre l'énergie ainsi récupérée au développement de systèmes excréteurs. Parce que les animaux en milieu marin ont un problème, c'est qu'ils sont dans un milieu hyper salé, donc ils doivent évacuer le trop de sel qui est autour d'eux. À l'inverse, en eau douce, il faut essayer de garder le sel qu'on a dans nos corps. Donc là, on doit essayer d'avoir un système excréteur qui garde la salinité. Et donc, tu vois que cette petit animal qui a l'air tout simple a des capacités extraordinaires pour pouvoir passer d'un milieu à l'autre comme ça. Est-ce qu'il y a un nom scientifique pour cela ? Oui, c'est ce qu'on appelle les espèces amphialines. C'est les espèces qui peuvent vivre à un certain moment de leur vie, à la fois en milieu salin ou en milieu d'eau douce. Et il semblerait que l'anguille soit l'espèce la mieux adaptée à ça, puisque cette métamorphose est extrêmement rapide. Là où le saumon, par exemple, que tu sais aussi, naît dans nos cours d'eau et descend grandir en mer, tu noteras ici que le comportement est inverse, puisque l'anguille naît en mer et remonte dans nos cours d'eau pour grandir. Je ferme là la parenthèse. Mais donc le saumon, ça va lui prendre plusieurs semaines pour faire cette métamorphose, alors que l'anguille est capable de le faire en quelques jours. C'est une espèce extraordinaire, c'est aussi une grande sportive. Hein. Elle va retourner à la case départ, oserais-je dire, puisqu'elle retourne à la mer des Sargasses, qui est à 6000 km de là. Est-ce qu'elle y va vite ou pas ? Oui, c'est quelque chose qu'elle fait très très vite. Donc chez nous, on observe la dévalaison de ces anguilles argentées en septembre, octobre, novembre. Dévalaison, oui, la dévalaison, c'est la descente des poissons. Donc, il y a des dévalaisons comme dans le cas de l'anguille presque adulte qui va se reproduire, mais les jeunes saumons qui sont nés dans nos rivières dévalent également les cours d'eau pour aller grandir dans l'océan. Donc, la dévalaison est effectuée par ces anguilles vers le mois d'octobre, novembre, se retrouve au mois de décembre dans les estuaires, et puis là, elle va filer tout droit vers la mer des Sargasses. Elle ne réemprunte pas le parcours qu'elle a effectué pour remonter dans nos cours d'eau. On se rend compte qu'elle y va beaucoup plus directement. Et en une centaine de jours, elle atteint la mer des Sargasses. Est-ce qu'on a une idée de comment elle s'oriente ? Oui, c'est pas des choses évidemment faciles à étudier, mais on s'est rendu compte qu'elle avait dans le cerveau un petit peu de particules de magnétite. Ce sont ces métaux qui peuvent servir de boussole. Alors peut-être que c'est un des mécanismes qui lui permet de répondre à cette question probablement encore très mystérieuse. Et alors je me pose aussi une question, mais pourquoi donc la mer des Sargasses ? Oui, pourquoi aller si loin ? Bah oui. Oui, c'est une très bonne question. Écoute, l'anguille, on estime qu'elle a à peu près 100 millions d'années d'âge. Alors, je ne sais pas si tu te souviens un petit peu de tes cours de géographie, mais tu sais que les continents n'ont pas toujours été comme ils sont aujourd'hui. Et l'océan Atlantique Nord, il y a 100 millions d'années, n'existait pas. Il était complètement fermé. L'ouverture de l'océan Atlantique Nord, c'est à peu près il y a 60 millions d'années. Et donc, la mer des Sargasses s'est petit à petit éloignée des côtes européennes, obligeant notre anguille à faire un parcours de plus en plus long, à l'aller comme au retour. Alors cette anguille, elle va retourner à la mer des Sargasses, elle va plonger, donc on a parlé de 500-600 mètres, quelque chose comme ça pour se reproduire. Est-ce que ça n'a quand même pas été un peu étudié, notamment par l'Ifremer ? Oui, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. On s'est rendu compte que l'anguille avait besoin d'être mise sous pression pour finir la maturation de ses organes sexuels. Et donc, jusque-là, ça a été un adolescent, presque prépubère, mais la vraie puberté arrive lorsqu'elle plonge en profondeur à 500-600 mètres. C'est des choses que l'Ifremer a réussi à reproduire il y a quelques années dans des caissons hyperbares, en mettant cette anguille sous pression. On a vu que c'était un mécanisme déclencheur utile. Alors, l'anguille, on n'en a pas encore beaucoup parlé, mais est source de business commercial considérable. Nombreux sont les chercheurs qui aimeraient développer la pisciculture de l'anguille depuis sa naissance jusqu'à sa vie adulte. Et en fait, son mode de vie est tellement complexe qu'on n'y arrive pas jusqu'à présent. Oui, et puis la pauvre, elle ne se reproduit qu'une seule fois, si j'ai bien compris. Elle ne va pas faire l'aller-retour. Alors là aussi, si tu veux, je peux t'apprendre un mot scientifique. On dit que c'est une espèce sémelpare. Une espèce sémelpare, c'est une espèce dont les individus ne se reproduisent qu'une seule fois. Donc toutes les anguilles, mâles et femelles, meurent après leur reproduction. Eh bien, merci François. Merci Mickaël. Alors pour ma part, moi j'ai déjà appris beaucoup de choses et je suis certain qu'on va encore en apprendre un peu plus dans un prochain numéro. Tu nous parleras de son mode de vie chez nous, de sa capacité aussi à se déplacer et pas uniquement dans l'eau. Et puis malheureusement, on devra parler de cette espèce qui est extrêmement menacée à un point tel qu'elle pourrait même disparaître. À très bientôt. À bientôt. Cette interview a été menée avec curiosité et passion par Mickaël Leclerc. À la réalisation, Pierre Vandenbroek, avec le soutien technique de Focus Live.
Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Une idée de sujet, une histoire à partager? Écrivez-nous à octopus@lifras.be. Et si ce podcast vous a plu, pensez à le liker, le partager ou laisser un commentaire. Ça nous aide énormément à faire grandir ce projet. À bientôt!